Salut, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ismaël. Comment tu vas, Ismaël? Yes, salut Jean-Luc. Bah écoute, super, merci, impeccable. Comme je disais juste avant, je sors d'un bon petit week-end en famille à la montagne avec de la neige, donc nickel. Trop cool. Est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui aujourd'hui te connaissent pas, te découvrent? Est-ce que tu pourrais te présenter, d'où tu viens, ce que tu fais, voilà. Yes, bah avec grand plaisir. Bah déjà merci à toi pour m'accueillir sur ta belle émission, ton beau podcast. En deux mots. Moi, j'ai 37 ans, Ismaël Bernu, je suis originaire de Poitiers. J'ai pas mal bougé un petit peu sur ma vie. Aujourd'hui, je suis revenu m'installer sur Poitiers là, il y a quelques années maintenant avec ma famille. Mais j'ai envie de dire, je suis un entrepreneur, on va dire au sens large, un entrepreneur heureux. Déjà, si je devais me présenter, c'est pas forcément évident de se définir, mais j'aime assez cette notion d'être d'une part entreprenant et puis deuxièmement d'être heureux aussi sur son chemin, de prendre du kiff. Des études classiques, etc. Et puis après je suis rentré à 20 ans dans la vie active par la voie des sapeurs-pompiers notamment et militaires à Paris, et puis après fonctionnaire, donc pompier professionnel où j'ai exercé dans le nord à côté de Lille. Le tout pendant une bonne quinzaine d'années, et là maintenant ça fait 3 ans que je suis revenu m'installer sur Poitiers suite à différents investissements que j'ai pu mettre en place, notamment avec une appétence sur l'immobilier. On pourra le développer ou pas en fonction, avec grand plaisir, mais et voilà, donc je suis revenu m'installer sur Poitiers, et puis je m'occupe un petit peu comme ça de toutes ces petites affaires qui grandissent. Voilà, l'investissement, le patrimoine, et puis la création de ce podcast aussi, La Bonne Fortune. Donc il y a maintenant un an et demi, qui va reprendre de plus belle en 2023, comme je te l'expliquais aussi en off juste avant, et pas mal d'autres projets à développer en cours, avec notamment de l'achat-revente, etc., où je vais pouvoir proposer même en association d'une façon plus globale. Et voilà, donc un entrepreneur heureux, et puis très content d'être aujourd'hui avec toi sur ton émission, Jean-Luc. Écoute, merci beaucoup pour cette description rapide de ton histoire. Moi, la question qui me vient, c'est comment on passe de pompier à entrepreneur heureux / investisseur heureux. Comment on passe de ça à ça? Comment t'es passé de ça à ça? Je pense qu'il y a plusieurs voies. Il y a pas mal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend à droite à gauche, c'est venu ce mouvement entre guillemets des États-Unis, la vague de la grande démission. Pour information, moi j'ai démissionné en étant même fonctionnaire. On a la possibilité d'avoir des mises en disponibilité, etc. Ce qui fait qu'on a une certaine sécurité. Mais bon, bref. Et donc comment on passe de ça à ça? C'est, je pense, pour ma part en tout cas, un chemin qui s'est construit tout au long de ma vie, avec des choix que j'ai faits antérieurement forcément, mais même des choix qui ont été faits de façon, on va dire, inconsciente ou sans but précis à l'époque, qui sont la résultante et qui m'ont amené aujourd'hui à être ici. Je m'explique simplement. Par exemple, à 20 ans, quand je quitte le cocon familial, j'achète un appartement pour moi me loger, tout simplement, pour répondre à mes besoins de logement. Que de passer par la case location, je passe par la case acquisition. Mais à l'époque, à 20 ans, sans aucune vision, on va dire, long terme, de construction de patrimoine, d'investissement, etc., j'avais cette simple vision toute basique de dire que de mettre un loyer, jeter un loyer par les fenêtres, je vais acheter, comme ça au moins je serai propriétaire d'eux, et puis dans 20 ans, j'aurai plus de loyer à payer, j'aurai plus d'emprunt, j'aurai plus rien, et j'aurai mon petit appart tranquille. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de voir, hein. C'est très très bien potentiellement d'être locataire, je le suis aujourd'hui par exemple, à titre privé pour ma résidence principale. Mais à l'époque, donc j'ai fait ça, et après en déménageant en cours de ce cursus, cet appartement que j'avais initialement pour moi me loger, j'ai dû faire un choix: est-ce que je le vends ou est-ce que je le loue, parce que je vais y partir. J'ai pris la décision de le louer, et de là j'ai commencé à comprendre un petit peu les rouages tout basiques de l'investissement locatif immobilier, et de voir que ça fonctionne, de découvrir un petit peu qu'il y a différents modèles aussi d'imposition en fonction des choix qu'on fait, etc., etc. Donc ce qui va avoir un impact in fine sur potentiellement la rentabilité de l'investissement.
et on voit que ça fonctionne, on réitère l'opération 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après on grandit, on fait d'autres choses et on se développe. Mais voilà comment c'est venu la première petite graine, on va dire, et après cette volonté de, pour ma part vraiment, il y avait cette volonté d'être libre géographiquement, avec cette volonté de revenir m'installer sur Poitiers. Très concrètement, moi j'avais la voie de mutation qui était une voie possible. Ce qu'il y a, c'est que le monde des sapeurs-pompiers, c'est régi, c'est territorial, sont les départements qui recrutent, etc. Et dans la Vienne, il y a à peu près 200 pompiers qui exercent sur le département de la Vienne, avec un recrutement de 3 à 4 personnes par an entre les nouvelles recrues et les mutations. Et il y a qu'une seule cartouche, on va dire, qu'une seule possibilité à l'année. Et au bout d'un an, 2 ans de demande, etc., ça n'a pas été possible. Je me suis dit, attends Ismaël, tu as d'autres possibilités, tu vas absolument revenir. Tu as mis en place ça, tu as développé ton patrimoine, tu as fait telle acquisition, tu développes déjà. Si tu accélères un petit peu avec différents modes de location, notamment le Airbnb, on pourra y revenir, tu es en capacité de faire la bascule, etc. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Et oui, et donc j'ai sauté le grand pas et j'avais développé assez de patrimoine, etc. J'étais libre, on va dire, financièrement, d'une certaine manière. Et donc j'ai sauté le grand pas et donc j'ai démissionné et donc je suis parti d'un monde un peu emploi salarié, fonctionnaire, à ce monde un petit peu d'entrepreneur, d'investisseur, ce qui est un petit peu lié pour développer ces considérations. Et voilà ce qui m'a amené à faire ce choix. C'était vraiment la volonté initiale profonde, la motivation de liberté géographique pour pouvoir me réinstaller de nouveau sur Poitiers. C'est ce qui a été la source de motivation premier. Et aujourd'hui, la liberté que ça offre pour tout plein de domaines, d'être libre de son temps, d'organiser ses journées un petit peu comme on veut, etc. Il y a pas mal de taf, il y a pas mal de choses à faire, et puis j'ai envie de développer plein de choses, mais d'être libre d'aller pouvoir rechercher ses enfants, ses filles à l'école, etc. Sur l'année dernière, je crois qu'on a fait que 3 sessions de garderie, et ce sont des choses qui, à mon sens, enfin c'est tout con comme exemple, mais moi je suis assez content de ça parce que j'aspire à ça, de passer du temps aussi avec mes enfants, de voilà, profiter des choses simples de la vie et d'être heureux, de kiffer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à la liberté financière. C'est vrai que il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, peut-être qu'on en entendait moins parler. Maintenant, ça devient de plus en plus, pas dire commun, mais on va dire que les gens en parlent de plus en plus. Et moi, ce qui m'intéresserait là dans ce que t'as raconté, c'est que en fait, t'as eu cet appartement-là qui était là, hein, qui était disponible, et tu t'es formé, tu t'es informé, tu as mis en place des choses. Et comment on passe de avoir juste son premier appart, parce que moi je connais des personnes qui ont acheté leur résidence principale et puis au final en déménageant ils se sont dit pourquoi pas le louer au lieu de le revendre, et puis ça va nous payer autre chose derrière. Et toi, t'as pas forcément pris cette voie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent cette voie juste de j'ai une location et puis j'ai pas de vision forcément sur je vais me développer un patrimoine, je vais investir parce que du coup tu t'en as parlé un peu brièvement, mais t'as acheté plusieurs biens, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là donc j'imagine que t'as ton premier loyer qui tombe. Et là, tu t'es dit, il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après, faut savoir, enfin, à titre personnel, j'ai toujours voulu être libre financièrement d'une certaine manière. Alors, sans dire, développe des choses pour être milliardaire et puis tu feras ce que tu veux de ta vie. C'est pas du tout dans ce sens-là, mais d'être libre financièrement, d'avoir déjà assez de ressources pour subvenir à mes besoins et d'avoir même plus de ressources qu'il n'en faut par rapport à mes envies, à mes besoins. Ça, c'est le premier des points. J'ai toujours, entre guillemets, aimé l'argent, dans le sens où de pouvoir être libre, de pas être contraint. Je me suis déjà retrouvé à découvert sur mes premiers salaires, mes premiers trucs, mais cette position inconfortable quand on manque un petit peu, tiens, je vais pas pouvoir partir en vacances avec le copain ou en week-end ou faire un petit resto avec le copain, juste des plaisirs simples. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde capitaliste en France, etc. En tout cas, enfin, dans ce monde globalisé qu'on connaît. Et l'argent, donc cette monnaie d'échange, est utile pour pouvoir faire tout plein d'activités, enfin pour vivre tout simplement.
Et aujourd'hui, quelqu'un qui a un niveau de revenu plus élevé va mieux s'en sortir, enfin sera, je pense, plus agréable que quelqu'un qui est simplement au RSA, qui est dans la rue et qui est obligé de faire la manche pour ne serait-ce que manger. Et donc de là, j'ai toujours eu cette volonté d'être à l'abri financièrement, d'être en sécurité, d'être vraiment cool. Mes parents sont fonctionnaires, ont été fonctionnaires, etc. Ils avaient assez de quoi subvenir à leurs besoins, sans être ni riche à millions, ni dans la pauvreté. C'était vraiment basique. Et donc c'était quand même assez agréable de se dire, tiens, ouais, en effet, on part en vacances, on fait des choses, on va au restaurant de temps en temps. Enfin bref. Et donc tout de suite, j'ai compris ça, on va dire assez vite, et j'avais vraiment envie d'être vraiment libre, d'avoir entre guillemets une force de frappe, encore une fois, en aspiration, en corrélation avec mes besoins, qui sont somme toute très très limités aussi. Paradoxalement, j'ai vraiment pas beaucoup de besoins, on va dire, matériels. Et de là, donc cette expérience de ce logement, comme tu dis, je l'ai mis en location, etc. Tu te rends compte tout de suite que le loyer couvre le crédit, etc. Même si après il y a d'autres charges à prendre en compte. Et tu te dis, c'est quand même pas mal, parce que j'ai ça qui tourne, on va dire, déjà tranquille dans 20 ans, donc moins de 20 ans, parce qu'il y a quelques années qui étaient passées, ça sera remboursé, et donc j'aurai un capital, parce que tous les mois ta ligne de crédit, c'est simple, tu as intérêt qui part dans le vent et le capital remboursé et la valorisation de ton bien, donc ça tourne tout seul, et j'ai un capital qui grossit entre guillemets sans rien faire. En parallèle, quand t'es minot, t'as ton livret A, que tes parents t'ont pris, etc. Tu te rends compte que à la fin de l'année, t'avais 1000, 2000, 5000 balles dessus, mais que ça te rapporte 1 euro, 1,50 €. Donc tu te dis, tiens, c'est pas avec ça que je vais construire un patrimoine. Donc tu vois que ça fonctionne, et tu vois que ça fonctionne, tu te dis, pourquoi ne pas réitérer l'opération? Donc tu fais avec un appartement, tu fais avec un deuxième appartement, et tu développes, et tu vois que ça fonctionne. Tu habites, tu revends entre deux. Là, tu touches, c'est plus ni un cash flow, ni du patrimoine que tu vois grossir virtuellement. C'est vraiment une somme assez conséquente qui tombe tout de suite sur ton compte en banque. Et donc, tu te dis, oui, en effet, il y a des possibilités. Et quand tu mets tout ça en parallèle, entre un emploi salarié où tu vas bosser 35, 40, 50 heures, peu importe, quand bien même tu as un niveau de vie qui est intéressant, quand bien même ce soit un emploi que tu kiffes, etc., où tu es épanoui, moi c'était le cas chez les pompiers, tu te dis qu'il y a quand même d'autres leviers pour être accéléré financièrement, en tout cas pour développer quelque chose. Tu as d'autres leviers qui sont quand même beaucoup plus puissants qu'un simple emploi salarié, et d'autant plus de fonctionnaires. Et peu importe le niveau, parce que il y a des cadres, il y a des choses, etc. Je sais pas sur ton audience, ça va certainement parler à beaucoup, mais celles et ceux qui nous écoutent, s'ils sont sur des emplois salariés dans des groupes, dans des institutions, dans des collectivités, etc. On a tous connu un ou deux collègues qui voulaient écraser l'autre pour passer devant, pour avoir le poste de chef de service, pour avoir la petite prime en plus de ci, de là, pour être sur la bonne tournée parce qu'elle offre des bonnes primes et machin. Et on va limite écraser le copain ou le collègue, l'ami, pour aller gagner 50 € supplémentaires par mois. Mais c'est dingue, parce que 50 € supplémentaires par mois, c'est simple, c'est 600 € à l'année, 6 000 € sur 10 ans. Enfin, entre guillemets, c'est toujours intéressant, c'est toujours du plus, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller écraser le copain, etc., alors qu'il y a tellement d'autres leviers pour se créer des conditions pour pouvoir financièrement, juste financièrement, encore une fois, se développer et être serein sur son boulot, quoi. Et à l'inverse, on le voit, on a tous des collègues, pour celles et ceux qui nous écoutent encore une fois, qui sont dans ces situations, des collègues qui ont investi, qui ont fait des choses, etc., qui ont une certaine force de frappe, qui eux, à la limite, sont beaucoup plus cool, vont pas se prendre la tête. Ah tiens, tu veux ta prime, tu veux ton poste de chef, moi je vais pas me battre pour le truc, parce que je suis très bien dans mon taf jusqu'à aujourd'hui, et j'ai pas besoin. Et le fait de ne pas avoir besoin, ça te libère de beaucoup de choses, et on voit la vie beaucoup plus sereinement, quoi. C'est pour la petite aparté, on va dire, professionnelle. Je sais plus où était ta question, Jean-Luc. Non, mais t'inquiète, c'est intéressant. Moi, j'avais une question aussi, c'est souvent quand on investit dans l'immobilier, il y a beaucoup de personnes qui passent pas à l'action parce que elles ont souvent c'est la crainte, la peur, voilà, les appréhensions. Et toi, j'ai l'impression que tu l'as pas eu. Enfin, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que pour toi, ça a été assez naturel. Peut-être que tu as un rapport au risque et à la peur qui est peut-être qui vient de ton ancienne profession, peut-être. Mais du coup, ouais, je serais curieux de savoir un petit peu
par rapport à ça, je pense que voilà, même les personnes que tu connais qui investissent dans l'immobilier ou qui veulent investir dans l'immobilier, il y a toujours cette crainte d'investir, de faire des erreurs, de se tromper, parce que l'investissement immobilier, on investit dans un mauvais bien. Je sais pas, on investit dans un immeuble et en fait la charpente, il y a tout à refaire. Et puis c'est une ligne de plus qui n'était pas du tout prévue dans les chiffres de base. Et ça se compte en centaines de milliers d'euros. Et ça peut faire énormément peur à beaucoup de personnes. Et toi, je pense que tu as un rapport au risque, à la peur, à le fait de passer à l'action malgré les dangers, mais toujours maîtrisé. Comment toi, tu vois les choses par rapport à ça aujourd'hui? Ouais, très très bonne question. En effet, c'est vrai, comme tu le dis, l'immobilier, ça fait d'une rêver et deux, ça fait peur. D'une rêver parce que c'est le placement préféré des Français, etc., etc. Il y a beaucoup qui vont être aspirer, en tout cas, être propriétaires de leur résidence principale, par exemple. Mais dans le même temps, même des personnes comme ça vont avoir peur de faire du locatif, peur, comme tu dis, la charpente, il y a des dégradations, il y a des travaux que j'avais pas prévus, le locataire qui paye pas, qui va tout casser, etc., etc., avec des conséquences qui peuvent être lourdes financièrement derrière. En effet, alors cette peur, je sais pas après si je vais parler de peur pour mon cas, mais moi j'ai pas spécialement peur. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger, d'une part. Après, il y a plusieurs choses à mettre en place pour se couvrir au cas où ça se passe mal. Tout simplement, si quelqu'un veut investir dans l'immobilier, moi je vais lui conseiller simplement d'étudier son marché, de connaître son marché, de connaître les prix du marché. Et si tu connais tes prix du marché, que tu trouves une opportunité où tu sais que tu achètes en dessous du prix du marché, 10, 15, 20, 30, 40% en fonction de l'opportunité, ben déjà ça te couvre de beaucoup de risques. On reprend l'exemple de ta charpente. En effet, une charpente, ça va peser une toiture, quelque chose. Mais si tu as acheté à 20-30% en dessous, quand bien même il t'arrive une tuile de cette conséquence de ce niveau-là, ben, tu es déjà couvert. Ben, si tu as la ressource financière pour faire face et de faire les travaux, ben, quand bien même tu vas mettre le truc, mais tu vas retomber sur tes pieds déjà. Tu vas pas perdre d'argent. Parce que tu t'es couvert déjà à l'entrée, parce que tu as acheté en dessous de ton marché. Et deuxièmement, après, ça dépend comment on veut le faire. Si on veut le faire juste un coup ou si on veut se professionnaliser et si on veut accélérer. Mais si quelqu'un veut faire beaucoup, on va le faire une fois, deux fois, trois fois, 4, 10 appartements. Ben, allez, sur 10 lots, on va pas avoir 10 charpentes à un moment donné ou alors faut vraiment s'appeler pas de chance et voilà. Mais je veux dire, on lisse le risque aussi à fur et à mesure avec le quantitatif. On va limiter le risque avec le qualitatif, avec le fait d'acheter en dessous du marché, comme je t'ai dit, le travail en amont, avec l'étude, la visite, etc. On peut se faire accompagner d'artisans, de voir. Enfin, il y a pas mal de choses. Et quand bien même le jour où ça arrive, parce que l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat, mais ce sont des biens, sa vie, il y aura forcément des problèmes à régler. Ça, c'est une certitude. Donc, je pense que la bonne question à se poser, c'est plutôt de dire, en effet, quelle est mon appétence au risque? Est-ce que si je suis quelqu'un de vraiment trouillard, j'ai peur, il faut peut-être pas se mettre dans des situations inconfortables et peut-être commencer par, je sais pas moi, un petit appartement plus petit, en copropriété, ou s'il y a une toiture, je suis pas tout seul à supporter le poids de la révision, etc. Où je sais que c'est entretenu, il y a le carnet d'entretien, le syndic, etc. Donc peut-être commencer par quelque chose de plus petit qui correspond à ses aspirations. Et si on est peut-être un peu plus motivé, avec une aversion au risque peut-être un peu plus grande, là on peut peut-être aller tout de suite sur des choses un peu plus conséquentes, peut-être des immeubles de rapport ou des plus grandes maisons, etc., etc. Et après, faut peut-être, enfin, à mon sens, faut le faire en fonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on ressent, de qui on est plutôt. Et oui, moi, pour en revenir sur ta question, la peur, c'est pas que j'ai pas peur, mais c'est que je suis focus, il y a tourné sur toutes les solutions qui peuvent exister derrière s'il y a une bricole, quoi. Pour moi, il y a plutôt que des solutions, plutôt que des problèmes. Ça dépend comment on voit les choses, quoi. Et on peut se prémunir à l'entrée, on peut se prémunir de beaucoup de choses au départ, quoi. Il y a énormément de façons de faire pour se prémunir. Moi, c'est vrai que quand j'avais investi dans l'immobilier, il y avait un exercice que j'avais bien aimé faire, c'était et si le pire arrive, est-ce que ça va? C'est imaginer le pire scénario. Par exemple, quand j'avais fait les projections à la banque, je m'étais fait une projection très optimiste.
et une projection très très pessimiste, en disant si demain, par exemple, le marché de l'immobilier ou le coût de la vie vraiment, et les gens ont du mal à payer le loyer, etc. Si demain je dois baisser les loyers, est-ce que je suis quand même rentable sur 5, 10, 20, 30 ans, quoi. Enfin, peut-être pas 20 ans, mais enfin 30 ans, mais au moins 20 ans, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis content parce que j'ai de temps en temps de la vacance locative, mais je suis quand même serein parce que je sais que même avec de la vacance locative, je suis quand même rentable. Là, je vois que sur le marché, c'est de plus en plus difficile parce que c'est de plus en plus concurrentiel. Et j'ai dû un petit peu baisser les loyers parce que les gens n'avaient plus forcément les moyens. Et puis voilà, ce qui se passe aussi au niveau économique, tout ça, ça influence, quoi. Donc vraiment, moi, ce que je retiens en tout cas de ce que tu dis, c'est certes il y a des risques, mais c'est vraiment de faire de la gestion de risque et de se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire pour éviter un maximum de cette prise de risque là et prendre surtout les bonnes décisions, quoi. Et ouais, c'est intéressant. Exactement. Et j'avais une question par rapport à, je pense que ça peut intéresser les entrepreneurs qui nous écoutent. Je pense qu'il y a probablement des personnes qui sont entrepreneurs aujourd'hui, qui sont à leur compte, peut-être auto-entrepreneurs ou sous société. Et il y en a peut-être beaucoup là qui se disent ouais mais moi je peux pas investir parce que X raisons. Et il y a souvent cette question du financement qui est toujours voilà la clé, hein. De toute façon, s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'investissement. Donc et souvent quand on est entrepreneur, c'est plus facile quand on est en CDI. On se dit on se pose moins de questions. Quand on est entrepreneur, bah on se pose beaucoup plus de questions. Et toi, par rapport à ça, par rapport au financement des entrepreneurs, comment alors peut-être que tu as des bonnes pratiques, peut-être qu'il faut aller voir certaines banques et d'autres, enfin voilà. Comment toi parce que la plupart des personnes qui nous écoutent sont dans l'entrepreneuriat, la plupart, ou vont l'être. Du coup voilà, ma question c'était par rapport à ça, c'est un entrepreneur aujourd'hui, demain la personne a envie d'investir, mais elle n'a pas de CDI, quoi. C'est toujours pareil. Alors c'est super intéressant ta question. Moi, ça me fait sourire parce qu'en plus, je me suis retrouvé vraiment en plein dedans, un peu bloqué, un peu machin, etc. Dans la case où justement j'ai switché de ce statut fonctionnaire, salarié, sécurité de l'emploi. Donc j'étais le chouchou de ma petite banquière, nickel, de tout roule, etc. Et du jour au lendemain, j'ai switché, démissionné, etc. Plus d'emploi, zéro bilan, zéro truc. J'avais 6 mois d'arriéré où je pouvais montrer que ça tourne à fond, mais j'avais pas encore de bilan comptable, les trois bilans, les 3 fameux bilans, etc., etc. Et je suis arrivé à la banque disant, ben regardez, là ça tourne, j'ai fait ça. Là, bon, je viens de démissionner parce que je me mets à 300% sur le développement de ce patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, j'ai ça comme projet. J'aimerais tel emprunt. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, non, mais Ismaël, t'es bien mignon, tes trucs, ça tourne nickel et tout, il y a pas de problème, on te connaît par cœur, tout va bien, mais là, t'es plus du tout dans la bonne case, c'est mort, quoi. Comment ça, c'est mort? Enfin, c'est pas possible. Comment ça, non? J'étais dégoûté. Donc, pas de problème. Je prends mon bâton de pèlerin, je fais 15 banques. Hop, il y en a une qui veut bien commencer à discuter, etc. Mais au final, non, c'est mort, trop jeune, reviens, attends 2 ans d'exploitation et tu reviens après, tatati, tatata. Il y a que des solutions, encore une fois, le risque, entre guillemets, ou la problématique d'un côté, et quelle solution à mettre en face. Je suis bloqué parce que je suis entrepreneur, je suis pas dans la bonne case, j'ai pas les 2 bilans, ou alors j'ai les bilans, mais c'est tout juste, etc. Mais quelles sont les solutions à avoir en face? La première des choses, c'est déjà, posez-vous la question, celles et ceux qui sont dans ce cadre-là, que d'essayer de trouver des solutions externes qu'on viendrait vous donner tout cuit, c'est déjà se poser la question soi-même. Et ensuite, pour quand même donner des pistes de réflexion, il y a différentes choses à faire. La possibilité de s'associer. J'ai du temps, potentiellement, j'ai des bonnes affaires, j'ai des trucs. Par contre, je tombe pas dans la case financement bancaire. Peut-être que je peux trouver une association, quelqu'un de la famille, un proche, un ami, etc., avec qui je me projette sur le long terme. Faut pas faire n'importe quoi, faut que ça ait du sens. Avec qui je me projette sur le long terme, qui lui tombe dans la bonne case financement, etc. Par contre, n'a peut-être pas les connaissances, n'a peut-être pas l'expertise, n'a peut-être pas le temps. Et voilà. Et l'association des deux va peut-être débloquer la situation. C'est une des pistes.
s'il y a de l'argent en cash, est-ce il est peut-être possible d'aller voir la banque, de dire ok, j'ai telle assurance vie, j'ai tel placement, j'ai tel PEA, j'ai tel truc, bref. Est-ce qu'il n'est pas possible de nantir, de le mettre en garantie face à un bien? C'est encore une autre possibilité. Et en effet, il va falloir s'adresser peut-être à un autre banquier, d'autres personnes. Comme tu dis, il faut trouver aussi son interlocuteur. Si dès le premier revers, on va voir son conseiller qu'on a eu l'habitude de voir quand on était salarié, tout allait bien, j'ai pu emprunter, etc., qu'on va revoir cette même personne, ce même conseiller qui est peut-être pas habilité déjà à lire des bilans, des bilans pro, des comptes de résultats, etc., des bilans d'entreprise, déjà c'est pas bon. Il va falloir avoir un conseiller qui est spécialisé. Et si dès le premier refus, on dit c'est terminé, je suis peu dans la bonne case, je suis plus finançable, je lâche l'affaire. Bon, peut-être qu'on n'a pas tant envie que ça de trouver des solutions d'y aller. Mais voilà, ça serait de faire le tour, de voir des conseillers spécialisés, des conseillers professionnels. Il y a aussi des courtiers, des courtiers spécialisés. Et si pour X raison ça passe vraiment pas parce que c'est pas du tout le bon moment pour la personne en question, il y a la possibilité éventuellement d'association. Ou sinon, il y a encore d'autres pistes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes qui proposent de l'investissement, on va dire, pas parallèle, mais associé, où on peut mettre des billes. Par contre, ça demande pas de l'emprunt. Si la question c'est d'aller chercher de l'effet de levier bancaire, là, ça va être compliqué. Mais si c'est pour investir dans la pierre, coûte que coûte, on peut le faire en direct, on peut le faire à travers du crowdfunding de façon indirecte, on peut le faire d'investir dans des boîtes qui elles-mêmes investissent sur des biens, etc., etc. Des opérations on peut faire des opérations de marchand, on peut faire, l'immobilier c'est tellement vaste, voilà. Mais après, si c'est vraiment la question d'aller chercher un financement quand on est entrepreneur et qu'on arrive à un stade qu'on est bloqué, voilà, ça serait ça quoi, de vraiment déjà commencer à faire le tour, de trouver des conseillers professionnels déjà qui écoutent, qui croient au projet, qui croient à l'entrepreneur. Et si vraiment ça passe pas, pourquoi pas s'associer, quoi. Et s'associer, c'est top parce que ça permet de potentiellement faire des choses plus grandes, plus vite, et trouver peut-être des biens où on va kiffer encore un peu plus que de faire un simple appartement en campagne, etc., une petite maisonnette. Pourquoi pas faire, je sais pas moi, un immeuble, une maison qui a du style architectural, j'en sais rien, etc., qui est peut-être un budget un peu plus élevé que on n'aurait peut-être pas pensé pouvoir le faire tout seul, mais le fait de s'associer, ça va débloquer, et c'est toujours intéressant de kiffer, et en plus de partager les efforts, etc., et la réussite, c'est toujours sympa, quoi. Il y en a qui se régalent d'investir en couple, et je trouve ça fantastique. Il y en a qui veulent absolument pas parce qu'ils savent que ça va pas matcher, et donc chacun fait un peu de son côté, etc. Mais c'est très bien aussi si on le sait et qu'on fait les choses en conscience. Il n'y a pas de bonne solution, mais je pense que de partager avec des personnes avec qui on est aligné, c'est top. Et ça permet de débloquer pas mal de choses, quoi. Et toi, du coup, est-ce que cette solution d'association, ça c'est une solution que t'as exploitée, du coup? Ouais, tout à fait, ouais. Quand j'ai démissionné fin de 2019, j'avais repéré un bien intéressant, un immeuble de rapport aussi à côté, qui est au même propriétaire que le précédent que je venais de faire 6 mois avant. Et c'était une belle opportunité, etc. Et que j'avais la primeur dessus. Il était pas vendeur, il était pas en annonce, etc. Et donc j'ai sollicité mon banquier tout seul. C'est là où je t'expliquais. J'ai eu mon revers de la main très gentiment. Ismaël, t'es bien gentil, tes affaires ça tourne bien, mais là tu viens de démissionner, etc. T'as ton taux d'endettement. On parlait pas du taux d'usure à l'époque, mais il y avait les taux d'endettement, etc. Je sais même plus quel plafond, 70, 80. Enfin, ça avait plus de sens vu que entre guillemets j'avais plus de revenus à mettre en face, si ce n'est que le simple revenu. T'avais investi en nom propre? Ouais, en nom propre, ouais. Moi, j'avais un peu en société, mais on essayait, mais un petit truc, ça pesait rien. Et donc, c'était du nom propre, mais j'avais la particularité d'être, à l'époque, LMNP. Donc, t'as quand même un numéro SIRET. Enfin, c'est entre deux, quoi. T'es un peu associé entrepreneur individuel. Mais bon, c'était pas une société qui développait, qui avait un chiffre, qui reversait du salaire, etc. Donc voilà. Et le fait d'être bloqué, là, je me suis dit, attends, c'est quand même, à mon sens, une affaire qui est quand même intéressante. Autant la proposer, la partager avec d'autres, que de la voir partir et de pas l'avoir. Autant partager une partie d'une belle affaire que d'avoir rien du tout, quoi. Et
Et donc, en effet, donc là, je me suis associé avec d'autres personnes qui avaient une capacité financière à l'époque supérieure à la mienne. Par contre, moi, j'avais tout le temps de gérer sur Poitiers. J'étais le seul à être sur Poitiers pour développer ce bien. C'était un immeuble de rapport avec c'est un immeuble qui tourne toujours avec 5 logements et 2 locaux commerciaux à Poitiers. Par contre, moi, j'étais sur place, j'avais le temps de gérer ça, de faire gérer avec les agences, etc., de lancer, de mettre en place. Et voilà. Et les autres personnes qui avaient la force financière, on a réussi à faire une belle association comme ça. Et aujourd'hui, ça tourne et tout le monde est content. Du coup, oui, tu avais cette capacité, ce temps en fait qui était disponible aussi pour pouvoir l'injecter. Et puis il y a aussi les connaissances et les compétences que tu avais acquéries pendant toutes ces années-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est pareil, c'est une mentalité aussi à avoir, comme tu disais, de soit tu as en fait t'as aucune part du gâteau, enfin t'as rien du tout du gâteau, ou alors tu as une part du gâteau alors qui est moindre si tu étais tout seul forcément, mais tu as quand même quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'il y a peut-être des personnes qui pensent pas forcément à l'association, qui y songent pas, peut-être que en tout cas moi j'en entends pas non plus énormément parler, ça se fait mais c'est pas non plus quelque chose de forcément super courant. Et parce que après du coup je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. On voit beaucoup de messages autour du cash flow. Mais là du coup c'est une stratégie qui est pas forcément du cash flow. Forcément. Non, là c'est du plus long terme parce que là on l'a fait en société, etc. Donc la société elle va tourner en autonomie avec un cash flow certain au sein de la société. Hein. Ça va bien tourner et puis après on va faire les choix soit de réinvestir, soit de ressortir en dividende à chacun et puis voilà. Mais oui, si ça va tourner, c'est du locatif qui tourne en cash flow plus. Là, on a fait vraiment le choix de faire du locatif, hein, pas parce qu'après tu vas avoir une auto-stratégie, on va dire achat-revente. Et là, c'est vraiment pour faire de l'acquisition et revendre à un meilleur prix pour tout de suite toucher une somme un peu plus conséquente. Mais par contre, ça demande un travail un peu plus chronophage si on veut le faire dans la durée. Que d'encaisser un loyer, entre guillemets, c'est un peu plus simple parce que le locataire est dedans. Bon, ça reste relativement passif, même s'il y a toujours à travailler. Par contre, de faire de l'achat-revente, ça va être une autre stratégie qui va demander beaucoup plus d'efforts en continu, quoique ça peut se discuter, mais qui va demander quand même un travail un peu plus continu sur le terrain. Sauf si on veut faire qu'un seul ou 2 coups, quoi. Donc toi, t'as vraiment cette vision long terme de la construction de ton patrimoine. T'as une holding du coup qui chapeaute Oui, là j'ai créé une holding même familiale. En fait, tout simplement, la holding elle a été créée simplement pour prendre de la participation, pour justement si on veut faire remonter le dividende, que ça coûte moins cher, etc. et de pouvoir réinvestir derrière. Mais c'est pareil, est-ce que c'est nécessaire de le faire tout de suite? Oui, non. Je pense que ça, après, c'est des réflexions intellectuelles à avoir peut-être, mais ou fiscales aussi, mais pas que. Mais ça peut venir après coup. Je pense qu'il faut pas se parasiter spécialement avec ça. Même si on est en nom propre, qu'on va sortir du dividende, qu'on va se faire taper tout de suite à 30%, etc., on l'aura fait une fois, 2 fois, c'est cool, ça marche, là, il est peut-être temps de faire une holding. Si on le fait tout de suite, parce que c'est beaucoup à la mode, on le voit, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de formateurs, etc., sur Internet qui vont dire, tiens, la holding, c'est fantastique, c'est magique, avec ça, tu peux faire remonter du dividende gratuitement et pas 30%, tu peux réinvestir, tu peux passer des frais, des charges, des trucs. D'accord, mais pour ça, déjà, faut faire du chiffre, sinon ça sert à rien d'avoir déjà une holding au cas où, et parce que la holding, tu vas avoir la création de la holding, tu vas avoir tes taxes, tes CFE, ton comptable, etc., les avocats à payer, tu auras une charge, tu auras des coûts, donc si tu fais rien rentrer en face, ça sert à rien. Mais pour en revenir, je pense que ce qui est intéressant et le message que tu souhaites peut-être faire passer, et en tout cas moi ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qu'on souhaite faire, tout est possible, mais encore une fois, faut qu'on l'ait décidé, qu'on a envie de. Cet immeuble, j'avais envie de l'avoir, de le développer, de faire les choses, et donc j'avais vraiment envie. J'ai trouvé des solutions. Je me suis pas arrêté au premier revers, etc. J'ai poussé jusqu'à obtenir satisfaction. Alors de temps en temps ça fonctionne, de temps en temps ça fonctionne pas. C'est pas grave, on passe à autre chose. Mais encore une fois, quelle est la problématique et quelles sont les solutions à y porter? J'ai envie, oui, non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pose comme action réelle, concrète, pour aller dans le sens? Et il faut être honnête avec soi-même, quoi. Est-ce que je me donne vraiment les moyens? Oui, non.
Et c'est pas forcément compliqué, hein, mais est-ce que je me donne vraiment les moyens d'atteindre mes objectifs? C'est vrai que là, on en revient beaucoup à l'état d'esprit, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont aller voir 2-3 banques et qui vont s'arrêter à là. T'as quand même dit, t'as été voir 15 banques, c'est ça? Ouais, Ouais, Et peut-être 15, c'est peut-être plus, mais le chiffre est peut-être plus grand, mais moi, même sur d'autres biens, etc. J'ai à chaque fois, c'est 10 banques qui reviennent, 10 banques, et sur 2-3 biens où je me suis cassé les dents d'un moment donné, mais et je refais la liste et je refais le tour. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes vraiment extraordinaires qui m'ont pas suivi, qui n'ont pas pu à ce moment-là, mais de rencontrer des personnes extraordinaires qui potentiellement sont des alliés pour demain et des alliés financiers, bancaires, etc., d'accompagnement. Et ça m'a permis de développer aussi, d'échanger et de voir avec ces personnes. C'était vraiment pas du temps de perdu. Parce que j'ai appris encore pas mal de choses aussi à discuter avec certains. Alors certains, tu perds ton temps parce que bon, le conseiller que tu as en face, soit il est pas très compétent, soit il y a pas le temps, soit c'est pas sa bonne partition, soit c'est etc. Donc oui, des fois tu perds ton temps, mais sur le lot, etc. Tu vas quand même faire des échanges et l'interaction humaine est toujours, à mon sens, valorisante et on a toujours à apprendre des autres je pense, et donc c'est intéressant de faire le tour. Mais il faut se donner les moyens, comme tu dis. Ils vont faire une fois, 2 fois, j'y arrive pas, ils se ferment les portes eux-mêmes. Alors que non, si on a envie, vas-y. Faut avoir les crocs et on prend le sac à dos et c'est parti avec le petit bâton de pèlerin et on va en croisade ou on n'y va pas. Et toi, tu te dis quoi dans ces moments-là quand tu viens de faire quand tu viens d'avoir 10 refus, par exemple? Parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans la tête des gens dans ces moments-là. On peut dire des gros mots ici. De quoi? On peut dire des gros mots ici sur. Oui, non, je me dis fait chier parce que je me dis mince. Dans un premier temps, la première réaction c'est je ne comprends pas parce que j'ai mon dossier, il est carré, il est béton, enfin c'est noir sur blanc, il y a des chiffres quand même et ça crée un peu de frustration parce que je sors à chaque fois du rendez-vous au top, la présentation, le dossier, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi carré, d'aussi propre et puis c'est valable, c'est rentable votre truc en plus, etc. Mais on vous suit pas, mais en gros c'est super, c'est top, félicitations pour tout le travail, mais t'es pas dans la bonne case, pas de chance quoi. Pas de problème, on va trouver. Donc le premier ressenti c'est frustration parce que tu te dis mince, il y a un travail, il y a quelque chose, c'est cohérent, lui-même en face interlocuteur le reconnaît, le voit, le souligne, mais honnêtement, à juste titre, c'est sincère, tu le ressens. Et derrière, c'est bien, mais je te suis pas. Comme je sais pas moi, à l'école, c'est bien, t'as bien travaillé. J'ai le droit à un bonbon du coup. Ouais, t'as bien travaillé, mais non, t'auras toujours pas de bonbon. T'es dégoûté. Quand est-ce que je peux avoir mon bonbon? Tu m'as dit si je travaillais bien, si peut-être, j'ai cru comprendre. Non, c'est pas maintenant. C'est tout. Et donc frustration et après tout de suite comment on fait pour craquer le truc et donc c'est passé par l'association etc et même en le proposant avec de l'association c'est pas venu tout de suite je me suis recassé le nez avec une autre personne etc on avait discuté avec un courtier qui nous avait mis avec le CFCL notamment qui est une banque spécialiste justement pour les associations etc comme ça hors familial notamment et d'investisseurs surtout et on avait discuté pas mal de mails de demandes etc ils avaient poussé le truc ils avaient vraiment beaucoup travaillé et de là in fine la pièce est tombée du mauvais côté donc on repart encore et voilà mais ouais cette frustration de se dire mince voilà t'es dégoûté parce que t'as aussi des banquiers qui ne prennent même pas le temps de regarder juste ah oui non c'est de l'association c'est de la SCI hors familiale j'ouvre même pas le dossier je te dis attends c'est ton boulot ou pas mais après je les comprends parce qu'ils sont débordés de dossiers ils ont des lignes de crédit à faire passer mais à un certain montant pas trop etc est-ce qu'ils ont rempli leurs objectifs commerciaux de l'année oui non donc après ils ferment les vannes oui non est-ce qu'ils sont dans une politique d'accueillir du nouveau client oui non enfin c'est des choix politiques de gestion d'une entreprise après qui sont bien plus larges que notre simple point de vue d'investisseur sur notre petit dossier personnel mais donc faut le prendre en compte mais oui des fois t'as de la frustration mais c'est pas grave continuons il y aura forcément un interlocuteur avec qui ça va matcher et même si ça matche pas d'aujourd'hui
parce que t'es encore une fois pas dans la bonne case, etc. Bah tu vas tisser un lien, il va comprendre, il va te voir dans les yeux que t'as envie, que t'as la dalle, que t'es sérieux, et il sera ok pour t'accompagner. Il va te le dire. Ben là c'est mort, mais par contre tu réponds à ces critères, et c'est bon. Et demain tu vas peut-être construire quelque chose. Donc top. Ouais, j'aime bien cette vision de rien n'est perdu. Parce que ça, c'est une illusion de se dire j'ai perdu mon temps. Ça, on m'a dit non. Mais ça, c'est une. Enfin, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment que peu importe ce que tu fais, c'est et on en revient à ce qu'on se disait en off, c'est tu bâtis quelque chose. Peu importe, même si les résultats à court terme ça n'apporte rien, on va dire concrètement. Voilà, tu fais 10-15 banques et elles te disent toutes non. Bon bah forcément tu vois ça d'un point de vue négatif, mais toi tu vois ça, c'est intéressant hein, je trouve. C'est toi tu vois ça d'un côté positif parce que tu te dis ok ils m'ont pas pris, bon, c'est sûr ça fait chier, mais d'un autre côté ça me fait du réseau. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce que tu partages, c'est avoir cet état d'esprit. Tu parlais d'entrepreneuriat et d'investisseurs heureux, c'est d'avoir cet optimisme perpétuel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, au bout de j'allais dire de 10, mais peut-être même au bout de 5 rendez-vous, ils vont déprimer quoi. Et toi, t'arrives à transformer ça en disant, ok, certes, sur le court terme, bon bah ça fait chier, mais je sais que ça va être positif parce que je me fais connaître. Ça marche aussi, par exemple, quand on démarche des agences immobilières. On va voir des agences, bah ça donne rien. On donne voilà, on peut donner un petit CV entre guillemets de voilà le type de bien que je recherche. On donne, c'est un geste voilà, ça prend 2 minutes voilà à donner le truc. Sur le moment oui, en effet, sur le court terme, il se passe rien, mais qui dit pas que dans 6 mois le gars il va dire ah mais attends, il y avait le gars qui était passé, il voulait acheter un immeuble comme ça. Hop, et ben il va et là il t'appelle. Et je trouve ça intéressant parce que ça peut aussi marcher sur le côté entrepreneuriat, même sur l'aspect tu veux lancer ta startup par exemple, quand tu vas demander, tu vas chercher des business angels ou des financements, etc., et que ça prend pas tout de suite, bah d'un côté c'est pas grave parce que ça te fait connaître, tu fais du réseau, tu rencontres des gens, et que tu as cette vision long terme où tu te dis, en tout cas dans ce que tu expliques, c'est que tu es en train de bâtir quelque chose, et que ce que tu m'expliquais en off, j'aimais beaucoup cette métaphore de bah, tu plantes des petites graines. Et puis ça se trouve, il y en a une qui va pousser d'un coup, tu vas pas la voir venir, et ça va t'apporter des fruits. Enfin voilà, j'aimais beaucoup ce que tu. Exactement, mais pour insister sur ce que tu dis, j'invite les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui à essayer de trouver un moment dans leur vie, et c'est sûr que c'est déjà arrivé 1000 fois, mais au moins un moment où comme moi, si je prends mon exemple encore une fois personnel. Je veux pour faire une demande de mutation chez les pompiers, etc. J'étais légitime, hein, 6 ans chez les pompiers à Paris, 10 ans dans le Nord, etc. Le plus gros SDIS de France, un plus gros département, etc. Et je demande à rentrer à Poitiers en campagne, petit truc pépère. Eh ben non, c'est pas possible. Parce que c'était limité, parce que, enfin, ça s'explique de mille manières. Ben, j'étais dégoûté. Mais au final, aujourd'hui, ça m'a, grâce à ces refus, mais ça m'a permis de développer d'autres choses que j'aurais jamais développées aussi fort, aussi puissamment. Et donc merci la vie, merci de m'être banané, merci de m'avoir dit non d'un moment donné. C'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres choses. Et encore une fois, on ne sait pas ce qu'on sait pas. C'est méditer un peu là-dessus, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain, on ne sait pas où ça va nous mener. Et donc ouais, si rétrospectivement, je suis sûr que chacun peut trouver du positif sur un échec ou un refus ou quelque chose qui est arrivé d'un moment donné dans sa vie, mais qui a permis de faire d'autres choses, de développer, ou d'apprendre. Et oui, comme tu dis pour la métaphore avec le jardinier, moi j'adore j'adore le potager. Et bref, on s'en fout, mais tu plantes des graines, ben forcément d'un moment donné tu auras des fruits, et si tu plantes des bonnes graines, ben tu auras des bons fruits. Donc tu peux avoir une gelée tardive qui te nique ta récolte, qui t'es dégoûté, mais c'est pas grave, ça va finir par pousser, et après tu vas récupérer les graines, et d'année en année, ben ta variété va être encore plus résistante, résiliente à ton milieu, à ton terroir, et il va donner plus de fruits, va s'adapter à la sécheresse, va s'adapter aux conditions climatiques, et sera là. Et telle une forêt ou des arbres, et une fois que c'est parti, par contre, ça te donne des fruits potentiellement ad vitam aeternam.
Donc oui, le travail est cultivé comme ça sans cesse. Et tu auras les fruits, c'est sûr et certain. À un moment donné, tu récoltes les fruits de ce que tu sèmes. Donc si tu sèmes du travail mais encore une fois, je pense qu'il faut être d'une honnête avec soi-même, de pas se mentir. Est-ce que je fais les efforts ou est-ce que je travaille dans la bonne direction? Oui, non. Et est-ce que je suis aligné par rapport à qui je veux être, à la vie que je veux me construire? Est-ce que je suis aligné par rapport à tout ça, quoi? Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, ta chaîne, tu parles de développement perso, tu parles d'entrepreneuriat, mais il y a des gens, ils s'en foutent, ils ont pas du tout envie d'entreprendre. Il y a des gens, ils s'en foutent, ils veulent pas du tout investir dans l'immobilier, et c'est top, et c'est super. Tout le monde ne doit pas forcément faire ci, faire ça, d'être dans telle case. Est-ce que j'ai envie? Oui. Est-ce que ça me fait kiffer? Oui. Est-ce que je me donne les moyens pour y arriver? Oui ou non? Et c'est là où je pense faut être honnête envers soi-même. Et toi, au final, j'ai l'impression que ta vision est assez affinée avec le temps. T'es pas forcément parti alors t'es parti d'un pourquoi qui était je veux être libre. Donc ça c'était le pourquoi fort qui était à driver du début à la fin. Ça tu le savais, on va dire depuis le début, et que t'as vraiment été chercher ces opportunités là. Parce que tu avais vraiment ce pourquoi-là, et ensuite le pourquoi a défini ta vision. Mais tu avais quand même ce pourquoi. Et c'est vrai que souvent, ce que j'invite aussi dans le podcast, c'est pourquoi on fait les choses, pourquoi on a envie d'entreprendre. Est-ce qu'on entreprend parce que on a vu quelqu'un sur Instagram qui a l'air d'avoir une vie de rêve, et du coup, on veut faire la même chose. Bon voilà, le pourquoi il va pas très loin. Est-ce que le pourquoi de gagner de l'argent, est-ce que c'est suffisant? Enfin après, je suis intéressé d'avoir parce que des fois, le pourquoi, c'est juste je veux gagner énormément d'argent. Il n'y a pas de but en soi, c'est juste amasser un maximum. Je serais intéressé d'avoir ton retour là-dessus. Et enfin voilà, par rapport à. Yes, mais carrément, c'est tes motivations internes, enfin profondes, qui guident, qui doivent guider tes choix en conscience, encore une fois, et tes émissions en sont vraiment le reflet, quoi. En gros, ça mène à se poser les bonnes questions de façon plus générale. Et donc, est-ce qu'on le fait? Quelles sont les motivations? Est-ce que c'est juste pour faire comme tout le monde, en effet, un post Instagram, le kiff, le mec qui est sur un yacht, etc., avec une belle Lamborghini, un machin? Pourquoi pas? Ça peut être une motivation suffisante pour déclencher des choses sur les gens, et c'est très 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 bien pour ceux qui le font, s'ils sont alignés avec ça. Ouais. Encore une fois, si la personne n'est pas alignée, ça va pas matcher. Moi, ça va pas fonctionner dans mon cas. Moi, je veux être libre, tranquille, pour, je te dis, aller récupérer mes filles à l'école, de me faire un petit week-end, de faire un petit voyage, manger un bon restaurant, d'avoir du temps pour m'occuper de mon potager. Alors, ça fait peut-être un peu moins rêver, mais c'est mon pourquoi. Et en effet, cette vision assez, pour ma part, affinée au fil de l'eau, hein, tu l'as bien deviné, et à continuer à s'affiner, et demain, j'espère encore évoluer, encore et encore et encore. Parce que je vois, il peut y avoir certaines personnes, quand on revient vraiment à l'investissement, qui peuvent être figées parce que ils n'ont pas encore défini leur vision. Je sais qu'il y en a, par exemple, ce que j'observe, hein, c'est il y en a, ils vont se dire oui, mais du coup, est-ce que je dois faire une SCI? Est-ce que ils se posent déjà des questions qu'en fait, c'est déjà trouve un bien, va voir les banquiers, et c'est comme si tu vois, il y avait des étapes à respecter, enfin chaque chose en son temps, quoi. Et c'est il y a des cycles, et que il y a une période où tu vas plus te former, il y a une période où tu vas plus peut-être aller contacter des banques, ou peut-être que tu vas faire du réseau plus en tant qu'investisseur, et que chaque cycle a son rôle, mais que des fois on a l'impression que ça, je pense, c'est plus par rapport à la peur. Si on essaie de se rassurer un maximum, de dire bon alors je veux tout savoir sur tout. Alors après il y a l'infobésité autour de l'investissement immobilier, parce qu'on peut avoir l'impression qu'en gros on ne sait rien. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'informations, et plus on creuse, plus on se rend compte que c'est tellement vaste en termes de connaissances. Et c'est vrai que des fois il y a des personnes qui vont se retrouver figées dans ce genre d'état, ce genre d'état mental, psychologique et émotionnel, et du coup de pas y aller, quoi. Ouais, et, ouais.
C'est intéressant ce je que trouve tu ça dis. intéressant. J'adore ton terme, l'infobésité, c'est rigolo. Euh, mais oui, des personnes qui ont peur et vont vouloir se rassurer, donc faire bouffer du contenu, lire des livres, j'en sais rien, etc. Se rassurer, demander aux uns, demander aux autres, est-ce que tu crois que, est-ce que l'essayer d'abord, oui, non, enfin, comme tu dis. Pour ça, je pense qu'il y a vraiment, il y a pas de solution miracle, il y a pas de méthode miracle. Et ça se saurait et chacun son parcours et arriver par des voies différentes, mais le passage à l'action, pour moi, c'est primordial. Quelqu'un qui a vraiment envie, mais qui est un peu dans la crainte, dans la peur, il se pose des questions. Mais vas-y, comme tu l'as dit, va chercher un bien, connais ton marché, va chercher un bien, trouve un petit appartement, un grand immeuble en fonction de ce que tu as envie de faire, ton appétence au risque. Trouve un bien, commence, mets la première pierre, fais ton offre. Aujourd'hui, il y a possibilité, d'un point de vue technique, en plus de faire des offres en nom propre avec ce qu'on appelle une clause de substitution, ce qui fait qu'on peut racheter en société après le compromis qu'on a signé, ça nous laisse 3 mois. On a le temps de voir. Mais déjà, fais ton offre. Et quand bien même tu le fais en nom propre, dans un premier temps qu'il aurait fallu le faire en société, tu peux toujours créer une société après coup, remettre. Ça a des coûts, ça a des choses, ça se fait pas comme ça, mais il y a que des solutions après coup. Donc déjà, passe à l'action, fais ton offre, trouve un bien, et après, dans le même temps, t'as le temps de voir, d'apprendre, de faire les choses, et t'as le temps de corriger pour la deuxième fois d'être meilleur, et encore d'être meilleur, et encore d'être meilleur. Bien sûr qu'on va pas pouvoir tout connaître, et encore moins quand on se lance, mais même quand on se lance pas, on en apprend tous les jours. Il y a la législation qui évolue. Les notaires, par exemple, ils sont très très réglementés, ils ont des formations, des trucs absolument faramineux, ils connaissent le droit comme ça, et encore, ils connaissent pas tout, ils vont être spécialisés dans tel ou tel domaine. Les avocats, c'est pareil. Alors, un investisseur lambda comme je peux l'être, je vais pas connaître tout le droit forcément, mais on va s'appuyer sur des personnes, on fait et on corrige le tir au fur et à mesure en avançant. On corrige le tir en avançant. Quand on a 18 ans, on passe notre permis de conduire. Hop, on fait nos 10 sessions de conduite, là, nos 20 heures, je sais plus combien. Ah, ben, c'est bon, t'as passé ton permis, on te donne les clés. Est-ce que t'es un pilote pour autant? Non, ma foi, j'irai pas sur la piste avec Schumacher ou avec, enfin, le pauvre, pas son âme, mais avec Sébastien Loeb, où j'irai pas rivaliser, je sais pas conduire. Mais c'est pas grave, j'avance et j'apprends tout doucement. Et j'y vais petit à petit et après, on peut se faire plaisir et commencer à aller après sur des circuits, sur des trucs. Mais il faut faire, dans tous les cas, on apprend en marchant, c'est pareil, hein, un gamin, au début, il se lève, il se met sur les deux jambes, on se met sur nos deux jambes, on tombe une fois, mais on se remet sur nos jambes et on tombe et on avance. Donc, faut passer à l'action. Pour moi, quelqu'un, est-ce qu'il a vraiment envie, oui, non, ou est-ce qu'il veut rester dans la crainte, dans la peur? Et voilà. Donc, l'action, ça permet d'éliminer. Et en passant à l'action, en étant dedans, on se rend compte qu'au final, peut-être que 3/4 des peurs qu'on avait avant n'existent pas, sont pas présentes ou n'ont pas lieu d'être. En pensant à l'action, on va se dire, au final, non, tous les locataires ne dégradent pas le bien. Non, toutes les charpentes ne sont pas à revoir, sont pas pourries. Non, il m'arrivera pas que des tuiles. Et au final, ça se passe bien. Voilà. Et au final, oui, j'ai une petite fuite d'eau en effet, c'est vrai. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai eu le plombier, j'ai eu le truc, j'ai coupé l'eau, j'ai changé le robinet et tout va bien, quoi. Ça a juste fait une petite flaque sur mon truc. J'ai dû éponger ou j'ai eu un dégât des œufs. J'ai juste dû remettre un coup de peinture sur un mur, quoi. Enfin, c'est pas aller plus loin. Tout va bien. Donc oui, l'action permet de débloquer les choses. Et en même temps, oui, bien sûr, se former, c'est important en tout cas, d'être curieux. Et c'est pour ça de faire les choses avec kiff, avec envie. C'est plus simple d'apprendre sur un domaine où on aime. Si le mec est passionné de jardinage, je reprends avec mon potager, mais il va lire des bouquins sur jardinage, sur comment cultiver avec la lune, oui non, en maraîchage sur sol vivant, oui non, la biologie des sols, etc. Le mec, il va apprendre, il va étudier parce que c'est son kiff. Le mec en a rien à foutre. Ça va être dur d'aller étudier, de se former. Donc faire les choses avec kiff. Et sur l'investissement, et après, enfin, on en parle aussi sur le podcast de la bonne fortune. C'est ça où c'est intéressant, c'est d'avoir une vision aussi vraiment globale à 360 degrés, dans le sens où, comme on dit déjà, de pas avoir tous les yeux dans le même panier. Et deuxièmement, c'est qu'il y en a qui vont avoir plus d'appétence peut-être pour l'immobilier en direct, peut-être que du locatif. D'autres, ils vont vouloir faire de l'achat-revente. Les autres, ils veulent pas du tout passer du temps. Donc, je vais être sur des SCPI, je vais être sur du crowdfunding. D'autres, ils vont dire, non, moi, je préfère les marchés financiers, la bourse, etc. Plutôt spécialisé sur les actions françaises, européennes ou mondiales, où je m'en fous. Ou d'autres, moi, c'est plutôt les cryptoactifs, ou alors des investissements dans l'alternatif, du vin, des montres, etc., etc.
Ou alors, j'aime bien me diversifier d'un point de vue fiscal parce que j'ai un besoin fiscal, parce que j'ai des revenus conséquents et donc à un moment donné, j'ai mon impôt, ma tranche marginale d'imposition qui me pique et donc j'ai envie de diminuer un peu la facture et en même temps d'investir. Donc, quel dispositif me permettent de? Donc, je vais plutôt m'orienter aussi là-dessus, etc., etc. Il y a des choses qui sont conditionnées avec des durées de détention, comme les plans d'épargne en action dans la bourse ou les assurances vie, etc., où on va pouvoir bénéficier de retirer les fruits avec une imposition réduite si on a détenu le contrat au bout d'une certaine année. Donc, faut anticiper déjà, etc., etc., et de se construire tout doucement cet écosystème d'investissement à 360 degrés pour des raisons de rendement, de diversification, de sécurité, de rendement, de rentabilité, et en même temps aussi de kiff. Voilà, le mec, il veut de l'investissement passif, il y a 36 000 solutions pour être sur de l'investissement totalement passif et de faire avec des rendements à 3, 5, 6, 10%, voire plus. Et après, il y a d'autres choses où on peut construire un patrimoine, etc. Ça dépend ce qu'on a envie. L'immobilier en physique, c'est cool parce que tu as l'effet de levier bancaire. On crée un patrimoine parti de zéro. On va nous prêter 50, 100, 200, 500, 1 million en fonction ou plus. Enfin, ça dépend. Mais parti de zéro. Donc ça, dans 20 ans, le crédit est fini. On m'a prêté 500 000 euros. J'ai 500 000 euros techniquement, plus les plus-values, etc., etc. C'est super. Ouais. Je vais pas pouvoir créer ça avec la bourse, mais la bourse, ça va me créer d'autres choses, ça va m'apporter de la liquidité dans mes investissements, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire, encore une fois? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quelle est nos motivations? Est-ce qu'on est aligné avec ça? Et ouais. Donc, toi, ce que tu conseillerais, du coup, c'est, pour choisir ses actifs, c'est vraiment d'avoir, comme tu parlais de l'intérêt sur le jardinage, etc., c'est dans quel type d'actif on a déjà un intérêt, ou du moins de déjà bien se connaître et de se dire est-ce que j'ai un profil plutôt sécuritaire, est-ce que j'ai un profil beaucoup plus risqué, est-ce que je suis intéressé par tel ou tel sujet. Tu parlais de cryptoactifs, est-ce que je suis intéressé par l'investissement en start-up, parce qu'il y a aussi ce genre d'investissement qui est moins sûr, mais après il faut quand même avoir quand même des connaissances en entrepreneuriat pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, où est-ce qu'on met son argent. J'ai l'impression que c'est vraiment adapter ses actifs par rapport à soi-même et auquel on est. Enfin, ça c'est un peu le basico-basique de l'investissement, mais comprendre là où on met son argent et où est-ce qu'on met les pieds. Même si des fois il y a beaucoup de personnes qui investissent. Quoi de mieux pour comprendre là où on met les pieds, c'est de faire. Encore une fois. Donc moi je conseillerais de faire. Quelqu'un qui aimerait peut-être s'intéresser à la bourse, mais n'y connaît pas trop, fait un peu peur, etc. Ouvre un PEA, tu l'ouvres avec 100 euros, t'achètes une action pour 50 balles et t'as déjà enclenché le processus. Ça t'a coûté zéro. Et t'as enclenché le processus. Pareil, les cryptoactifs, attends, j'entends parler, mais le Bitcoin, oui, non, c'est pas le bon moment, ça va se casser la gueule. Ah, j'ai vu les copains, ça fait diviser par 2. Ah, j'ai vu d'autres copains, ça dépend de quelle période on est. Ah, ils ont multiplié, j'ai trop envie. Vas-y, t'ouvres un truc sur un exchange, tu mets 15 balles et c'est parti. T'as ta première cryptoactive, ta fraction cryptoactive et au moins t'as compris. Et ton risque, il est de 0. T'as mis 15 balles. Ton risque, il est de 15 balles, pardon, je vais dire des bêtises, mais. Non, mais voilà, déjà, faisons. Il y a plein de leviers et dans le même temps de faire, d'apprendre, de se former. Mais encore une fois, le passage à l'action permet de débloquer, de voir comment ça se passe, etc., et d'y aller progressivement. Il y en a qui vont être full crypto-monnaie. Allez, moi je crois 10 000 au Bitcoin parce que ça va révolutionner. C'est un truc philosophique. Ça rend le pouvoir aux citoyens. C'est décentralisé, etc., etc. Chose que n'est pas Ethereum, par exemple. Enfin bref. Et donc tiens, je crois là-dedans, etc. Je fais tapis là-dessus. Pourquoi pas? Maintenant, c'est pas ce que je ferais, c'est pas ce que je conseillerais s'il y avait un conseil à faire. Mais si c'est ton kiff, tu le fais en conscience et que t'es animé et que t'es cohérent avec toi-même, vas-y, feu. Moi, j'aime bien ce que tu dis par rapport au passage à l'action. Parce que des fois, quand on entend passage à l'action, on peut dire ouais, ça demande de faire plein d'actions. Mais moi, ce que j'aime bien là, dans ce que tu dis et dans le message que tu veux aussi faire passer, c'est ça peut juste être faire un pas. Ça peut juste être ouais, comme tu dis, ouvrir un compte sur un exchange. Ça te prend 5 minutes, quoi. Bon, après, maintenant, il y a les vérifications d'identité, etc. Mais bon, oui, en 10 minutes, c'est réglé, t'attends 24 heures, il confirme, et c'est bon. Voilà. Et de se dire,
Là, j'ai regardé les statistiques, je crois, les détenteurs de Bitcoin dans le monde, c'est moins de 1%. Si je dis pas de bêtises. Alors, Ouais, ça j'ai va pas les évoluer stats, dans le mais temps. on doit être dans ces proportions-là, en tout cas. Et pourtant, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Donc, tu vois quand même que l'adoption, elle est de plus en plus, ça se fait de plus en plus maintenant, mais c'est vrai que le fait de se dire, bah tiens, j'ai acheté, même si c'est 0,0001 Bitcoin, bah c'est juste se dire, bah ouais, j'ai investi là-dedans, comme on peut investir dans l'or ou dans, comme tu disais, une action en bourse d'une entreprise qu'on sait que voilà dans 15-20 ans elle sera toujours là. On se dit bon bah qu'est-ce que je risque vraiment. Après il y a aussi les ETF, voilà, qui au final le niveau de risque il est pas non plus est ultra élevé parce que c'est quand même assez diversifié. Donc c'est vrai que quand on commence à s'y intéresser, je pense qu'il y a quand même cette phase de découverte déjà je ne sais pas ce qu'est un ETF, donc déjà je peux pas acheter parce que je sais pas ce que c'est. Et après une fois qu'on a compris, et après on peut passer je pense qu'il y a quand même cette phase d'information et ensuite d'action, mais que surtout qu'on reste pas que dans de l'information. Et moi souvent ce que j'aime bien faire, c'est passer de l'information, faire de l'action, ensuite on apprend, ensuite on revient à la formation parce qu'on apprend de nouvelles choses, et puis il y a quand même ce va-et-vient entre théorie, pratique, études et implémentation vraiment dans la vie réelle, quoi. Donc, Exactement. On est en apprentissage constant, dans tous les cas. Hein. Et c'est ça la beauté de la vie aussi, hein, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre et de découvrir des choses, et encore aujourd'hui, voilà, hein, les gens ils partent. Thomas Pesquet il part dans l'espace pour chercher, pour apprendre, pour voir les trucs, comment ça se passe, le système solaire, la planète. Je dirais peut-être des bêtises en plus sur sa mission, mais tout ça pour imager, de dire on est en apprentissage permanent, et c'est kiffant. Ouais. Peu importe le domaine, et c'est kiffant. Mais en attendant, mais soit j'attends patiemment, et parce que je suis jamais prêt, parce que j'ai jamais tout appris, parce que je me sens jamais, et ben ouais, mais dans ce cas, tu vas rester assis toute ta vie parce que tu connaîtras jamais tout. C'est impossible de connaître un truc. C'est impossible. On n'est jamais arrivé. Donc, est-ce que tu passes ton temps à dire je reste assis, ou est-ce que tu te dis, comme tu dis, les essuie-glaces, ton image était très belle. Ben, j'implémente, j'apprends, hop, je retourne sur la formation, je repasse à l'action, je refais, etc., etc. Et c'est un peu cette la symbiose des deux. Quoi. C'est intéressant. Ça me fait penser à, je sais plus qui a écrit ce livre-là. Ça s'appelle Mindset. Et en gros, elle explique, je sais pas si c'est une chercheure ou une psychologue, je sais plus. En gros, qui explique qu'en gros, il y a soit on a un état d'esprit fermé, donc c'est juste on a sa propre croyance et on reste sur sa croyance. Par exemple, moi, la croyance que j'avais, c'est la bourse, c'est dangereux, c'est risqué. Donc ça, c'est issu, c'est familial. Hein. Et donc, je m'étais arrêté sur ça. Et je me souviens que, je sais pas, quand j'étais jeune, je me disais, et si c'était pas risqué en fait, c'est remettre en question ça et se dire, est-ce que peut-être que ça l'est pas, et c'est peut-être une connerie en fait qu'on m'a raconté. Et c'est après aller au-delà de ça. Et je pense que le fait d'avoir cet état d'esprit de mouvement, d'expansion et d'apprentissage versus un état d'esprit juste fermé sur une propre croyance qui dit bah la bourse c'est compliqué ou c'est difficile ou l'immobilier de toute façon les locataires ne payent jamais leur location ou la location courte durée je vais me faire saccager mon appartement. Tout ça ce sont des états d'esprit fermés parce qu'on s'arrête sur une vision du monde et c'est l'état d'esprit vraiment de changement, d'expansion, c'est vraiment de se dire et si c'était faux. Et après, c'est aller chercher des réponses, aller chercher des personnes qui pensent ça, qui pensent que la location courte durée, non, il n'y a pas de problème. Et c'est intéressant de voir d'autres cartes du monde, d'autres visions du monde, et d'aller se nourrir aussi de ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup les livres, etc., parce que c'est une carte du monde différente. À chaque livre, on a vraiment une carte du monde différente de l'auteur, et on peut vraiment se nourrir. Et je pense que c'est aussi ce que tu fais passer aussi comme message, c'est passer à l'action, apprenez, et être tout le temps dans cet apprentissage continu, quoi. Ah, bien sûr. Et dans tout notre échange, j'ai certainement dit peut-être beaucoup de bêtises, mais ou pas. Mais c'est vrai que d'une certaine façon,
ce que tu dis, et ça me fait rebondir là-dessus. Beaucoup de personnes ont une vision que binaire des choses. C'est bien, c'est mal, ou c'est risqué, c'est pas risqué. La bourse, peut-être tu prenais l'exemple, mais enfin c'est tout en même temps. C'est tellement, on vit dans un monde vaste, complexe, plein d'interactions, plein de choses. Enfin, c'est pas juste bien ou mal ou risqué, pas risqué. C'est un tout en même temps. Et comment on le fait, quoi. La bourse est risquée. Oui, si demain je pars de zéro, j'ai un héritage, j'ai 100 000 euros. J'ai que ça dans ma vie, j'ai mon salaire et j'ai 100 000 euros suite à un héritage. Je mets 100 000 euros sur une action du CAC 40, peu importe laquelle. Oui, c'est risqué. Par contre, si je diversifie, j'ai fait un petit peu d'immobilier, je fais un petit peu de bourse là, mais je le fais dans le PEA parce que j'ai avantage fiscal, mais j'ai aussi le compte titre, des actions sur un compte titre qui fait que c'est disponible, l'argent, j'ai des liquidités, si j'ai un coup dur, etc. Si je fais un petit peu de private equity, d'investir dans les startups, tu disais, potentiellement c'est risqué. Ben oui et non. Si ça représente 5% de mon patrimoine pour soutenir une entreprise qui démarre, dans laquelle je crois, que c'est un kiff avec un pote, etc., et que j'investis mon argent dans l'économie réelle, etc., ben non, c'est tout de suite, c'est plus du tout risqué. Donc, de quoi on parle? Donc, c'est pas que risqué, pas risqué, mauvais, bien, binaire. Enfin, et souvent on interprète les choses de façon binaire, et c'est dû, je sais pas moi, l'éducation, aux médias, on regarde Disney, il y a les bons, il y a les méchants, il y a les gentils, tu vois. Enfin, et souvent c'est binaire, mais nous sommes des êtres tellement, enfin, complexes. Encore une fois, comme un potager, c'est tellement complexe. On regarde une tomate ici, ça va pas se comporter de la même façon qu'une tomate ailleurs, dans un autre potager, dans un autre écosystème, dans un autre truc. Ça va pas forcément avoir le même goût dans un sol. Je sais pas si t'es amateur de vin, mais t'as des domaines qui travaillent de la même façon. Ils vont mettre les mêmes cépages sur le même truc, les mêmes unités de production, les mêmes moyens de production. Juste, ils vont pas le mettre sur le même sol. Le sol va être différent, ou l'exposition, ben, tout de suite, le vin, il va être différent. Alors que c'est le même millésime, c'est le même truc, c'est les mêmes façons de produire, c'est le même cépage qui a été planté au même moment. Ah, mais juste, il est sur un sol différent, ça donne une saveur différente, et c'est exceptionnel. Et donc, je pense, ouais, c'est intéressant comme tu dis, et il y a différentes cartes, et on ouvre, et on lit, et on voit tout ça, et ouais. Mais tu fais un vrai parallèle. C'est pas juste binaire, quoi. Ouais. Je trouve que tu fais un vrai parallèle avec l'entrepreneuriat, parce que tu parlais de sol où tu vas planter la même graine dans deux sols différents et ça va pas pousser de la même manière. Bah pour moi l'entrepreneuriat c'est pareil, c'est que pour certains il y a un sol qui est plutôt fertile pour des tomates, alors qu'il y en a ils ont un sol plutôt fertile pour des carottes par exemple. Mais ils le savent pas, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer dans des projets qui leur correspondent pas et ils comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est parce que c'est juste qu'ils plantent pas les bonnes les bonnes graines au bon endroit. Ouais, ils savent pas, ils connaissent pas leur propre sol et ils savent pas qu'est-ce qui est viable à pousser sur. Et je trouve qu'il y a un vrai parallèle par rapport à ça. Moi je trouve ça hyper intéressant il y a beaucoup de personnes qui font entre permaculture et entrepreneuriat, il y a beaucoup de parallèles. Et alors moi je suis pas expert en permaculture, donc je vais pas en parler là. C'est pas le sujet de l'épisode, mais en tout cas, oui, je trouve il y a un vrai parallèle entre les deux et s'inspirer de la nature pour s'inspirer de tout en fait, c'est très représentatif, je trouve. Ça fait partie de la vie quoi. On vient de là quand même, on vient de la nature. Avant d'être parqué dans des immeubles et dans des bureaux, c'est de là d'où on vient aussi quoi. Donc en tout cas ouais, très intéressant. Je vois, ça fait une petite heure maintenant qu'on est ensemble. Yes. Est-ce que tu aurais un petit conseil, voilà, un petit mot de la fin ou un petit exercice, j'en sais rien, quelque chose que tu aurais envie d'offrir à quelqu'un, voilà, si il a envie soit d'entreprendre, soit d'investir ou les deux, voilà. Un petit peu pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit, ce qu'on a vu, c'est qu'encore une fois tout est possible dès lors que on se donne les moyens de faire les choses à laquelle on aspire et d'être aligné avec soi-même. Je pense que c'est très très important d'être aligné avec ce qu'on a envie. Encore une fois, on a parlé d'entrepreneuriat, d'investissement beaucoup. On a envie de construire un patrimoine pour avoir des revenus pour partir en vacances, pour se mettre à l'abri, pour pouvoir transmettre à ses enfants quand on sera plus âgé ou X, peu importe. Mais
si oui, si on a envie, ben allons-y. Si c'est pas du tout notre kiff, ça sert à rien d'y aller. Il faut être aligné et pas forcément faire, comme tu l'as dit, comme les autres. Et on est tous uniques et on a tous notre propre terreau, notre propre sol, notre propre fertilité entre guillemets. Et donc allons-y, écrivons notre histoire, développons cette belle plante qu'on est, plantons des bonnes graines. Et tout est possible. Il y a que des possibilités. Ouais, des fois il y a des obstacles, mais il y a que des possibilités. C'est vraiment peut-être les deux axes. Il n'y a pas d'excuses. Aujourd'hui, il y a l'information gratuite autour de nous, de partout, si on veut, payante, etc. Je sais plus qui disait depuis que tous les cours de Harvard ils sont en ligne disponibles gratuitement. Enfin, on peut tout apprendre. Enfin, c'est les possibilités de connaissances sont infinies. Ben oui. Donc il n'y a pas d'excuses quoi. Celui qui a envie, il y a que des solutions. Il faut y aller. Par contre, faut se bouger un peu le cul entre guillemets. Hein, excuse-moi l'expression et le passage à l'action. Un petit pas, un grand pas, peu importe, mais un petit pas et le passage à l'action. Voilà. Voilà, tout est possible. En tout cas, c'est un super beau message. Et, voilà, pas d'excuses. Il faut y aller et en tout cas croire en soi aussi, avoir confiance en l'avenir et en ses capacités et en ses projets et ouais, y aller. Et où est-ce qu'on peut te retrouver donc t'as parlé du podcast. Est-ce que tu peux parler et peut-être je sais pas si tu proposes des choses, voilà, peut-être que t'as des activités en parallèle, je ne sais pas. Oui, le podcast, en effet, comme tu le dis, le podcast La Bonne Fortune, donc sur l'ensemble des plateformes, etc. Sinon, on peut me retrouver sur LinkedIn avec mon nom, Ismaël Bernu sur LinkedIn. Il y a l'Instagram qui est dédié lui au podcast, La Bonne Fortune, podcast qui va reprendre de plus belle cette année. J'avais mis un peu en stand-by là, pour développer, comme je te disais, 2-3 projets sur cette fin d'année 2022, mais là ça va bien reprendre. Et qu'est-ce que je peux proposer? Pour l'instant trop rien, mais après pourquoi pas en parler dès maintenant. Puis, mais certainement courant 2023 je te parlais d'association tout à l'heure, de s'associer justement pour faire des opérations sur l'immobilier pour pouvoir permettre à faire des trucs un peu plus sympas, un peu plus gros, pour permettre à des personnes qui n'auraient pas trop le temps, la disponibilité, l'énergie justement de pouvoir investir avec toute la communauté justement qui est tournée autour de La Bonne Fortune, mais pas que, pour investir sur des biens, que ce soit sur Poitiers pour commencer ou même ailleurs, et de pouvoir investir sur des opportunités immobilières à haut rendement, voilà, de manière passive et le plus safe possible, voilà. Donc ça va être une activité qui va être lancée 2023 pour s'associer pour investir ensemble. D'accord, donc tu proposerais à ta communauté, ou du moins à toutes les personnes qui te suivent, de pouvoir investir avec toi quand tu as un projet voilà sous la main et sur des deals bien sympas, ouais. Ok. En tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie ce sera surtout sur Poitiers, c'est ça, ou peut-être un peu plus. Ouais, pour commencer, mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé pendant cette petite heure, un peu plus d'heure, mais en tout cas, ouais, tout ce que tu nous as partagé, je pense que ça, pour toutes les personnes qui veulent investir aujourd'hui dans l'immobilier, mais aussi ceux qui veulent entreprendre, toutes les personnes qui recherchent un financement. Et souvent, c'est un peu le parcours du combattant, que ce soit pour de l'immobilier ou pour que ce soit pour créer une entreprise. Monter un dossier, croire en soi et continuer malgré le vent et les tempêtes. Je pense que c'est quelque chose qui, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et à travers ce que tu as raconté, il y avait vraiment cette mise en avant de l'état d'esprit, dans quel état d'esprit il faut être pour faire face à tout ça. Donc croire en soi, pourquoi on le fait, et avoir cette vision long terme, en tout cas tout ce que tu as raconté. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc j'inviterai à toutes les personnes, je mettrai tout ça dans la description, de pouvoir écouter le podcast, parce qu'il y a beaucoup de valeurs et d'interviews sur le podcast. Et ça balaye beaucoup de sujets. Donc voilà, si vous voulez vous former
sur l'immobilier ou en apprendre plus, même sur l'investissement en général, vous pouvez. Ouais, sur l'investissement en général, j'ai eu le plaisir d'interviewer énormément de personnes. On parle d'investissement, oui, de l'immobilier, ça prend une grande partie, mais également en private equity dans les startups, sur de l'alternatif, même l'investissement sur le vin, sur l'investir sur les terres agricoles. On parlait un peu de jardinage, etc. Et possibilité d'investir sur des terres agricoles, etc. Sur des investissements éthiques dans la vie réelle, dans l'économie réelle. Et voilà. Mais super, ben merci à toi en tout cas, Jean-Luc. J'en profite juste pour dire à toutes ceux qui nous écoutent d'aller mettre des likes, des notes 5 étoiles sur Spotify, etc. sur le podcast de Jean-Luc, parce qu'il prend du temps, voilà, pour donner du bon contenu sur le développement personnel d'une façon générale et même bien plus. Et donc c'est un investissement qu'il fait avec grand plaisir. Et donc n'hésitez pas à lui rendre l'appareil avec un petit pouce, un petit like, un petit cœur, un petit commentaire 5 étoiles, Apple Podcast, etc. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours la différence pour d'une part le référencement de son émission ou d'autres. Et donc voilà, je me permettais la petite interlude pour. Merci. Bah merci beaucoup en tout cas pour le petit mot de la fin et le petit call to action. C'est sympa. Et bah, en tout cas au plaisir de peut-être pour une future émission et puis voilà. Je te souhaite une belle journée. Super. Allez tous planter des graines. C'est ça. Ciao. Ciao.